Chapitre 10. Anakin Skywalker et Jar Jar Binks se tenaient sur le pas de la porte qui séparait les quartiers privés de Padmé de l'antichambre. Cette porte même devant laquelle le Padawan et son maître avaient monté la garde la nuit précédente. Leurs regards traversèrent la pièce et franchirent les limites de la fenêtre cassée pour se poser sur le paysage urbain de Coruscant et ses interminables colonnes de trafic. Padmé et sa suivante dormaient, allaient et venaient précipitamment dans la chambre, rassemblant les bagages à la hâte. À ces gestes vifs, Anakin et Jar Jar avaient vite compris qu'il était préférable de se tenir à distance respectable de la jeune et furieuse politicienne. Comme les Jedi le lui avaient demandé, Palpatine était intervenu, implorant Padmé de retourner sur Naboo. La jeune femme s'exécutait, mais cela ne signifiait pas pour autant qu'elle s'en réjouissait. Poussant un profond soupir, Padmé se redressa et porta une main au bas de son dos, douloureux à force de se pencher sur les valises. Elle soupira de nouveau et s'approcha des deux observateurs. « Je prends un congé prolongé », dit-elle à Jar Jar d'une voix grave et sinistre, espérant injecter un peu de son sérieux au déluré Gungan. « Il est de ta responsabilité de me représenter au Sénat, délégué Binks, et je sais que je peux compter sur toi. » « Missa très honorée !» éructa Jar Jar, bombant le torse, mais ne pouvant empêcher sa tête de dodeliner et ses oreilles de battre l'air. On pouvait toujours habiller un Gungan comme un dignitaire, mais on ne pouvait rien faire pour changer la nature imprévisible de ces créatures. « Pardon ?» La voix de Padmé était sévère, à la limite de l'exaspération. Elle offrait à Jar Jar une mission de confiance, et cela ne l'enchantait guère de le voir se comporter ainsi comme le bouffon qu'il était d'ordinaire. Visiblement gêné, le Gungan s'éclaircit la gorge et se redressa un peu plus. « Missa très honorée par si lourde responsabilité. Missa acceptée avec mucho humilité et... » « Jar Jar, je ne voudrais pas te retenir plus longtemps, » l'interrompit Padmé. « Je suis certaine que tu as fort à faire. » « Bien sûr, madame. » S'inclinant respectueusement et essayant de masquer le fait qu'il rougissait comme un crabe de feu d'Arélien, le Gungan tourna les talons et sortit, adressant un sourire radieux à Anakin au passage. Les yeux du Padawan suivirent le Gungan en train de s'en aller. Toute la légèreté qui avait présidé au dernier échange disparut instantanément lorsque Padmé s'adressa à lui sur un ton rappelant clairement qu'elle n'était pas de très bonne humeur. « Cela ne me plaît pas beaucoup de devoir me cacher ainsi, » dit-elle avec emphase. « Ne vous inquiétez pas. Maintenant que le Conseil a donné son feu vert à l'enquête, il ne faudra pas longtemps à Maître Obi-Wan pour retrouver le commanditaire de cette chasseuse de primes. On aurait d'ailleurs dû commencer par là. Contre une telle menace, rien de mieux que l'offensive. Il faut remonter à la source du problème, plutôt que de subir et réagir face à chaque nouvelle situation. » Il voulut continuer, insister sur le fait qu'il avait depuis longtemps réclamé qu'on lance une investigation, bien faire comprendre à Padmé qu'il avait raison dès le début de cette affaire, qu'il avait fallu pas mal de temps au Conseil pour s'en remettre à son idée de départ. Il nota cependant que le regard de la jeune femme était déjà ailleurs. Il préféra se taire pour la laisser parler. « Et pendant que ton maître mène l'enquête, moi je dois me cacher. C'est plus prudent, oui. » Padmé laissa échapper un petit soupir frustré. « Je n'ai quand même pas travaillé toute l'année passée à contrer cette loi sur l'enrôlement militaire pour m'éclipser au moment du scrutin qui va décider de son sort, quand même. De temps en temps, il est nécessaire de ravaler sa fierté et de faire ce qu'on nous demande, » répondit Anakin. Une affirmation guère convaincante venant de lui. Il se rendit compte au moment où il prononçait ces mots qu'il aurait certainement dû s'abstenir de formuler les choses ainsi. « Ravaler sa fierté ?» rugit-elle en guise de réponse. « Mais enfin, Annie, tu es jeune. Tu n'as aucune idée de ce qu'est la politique. Je te suggère de remettre ton jugement à plus tard. » « Désolé, madame. J'essayais seulement... »« Annie, je t'en prie. S'il vous plaît, ne m'appelez pas comme ça. »« Comment ?»« Annie. Je vous prie de ne plus m'appeler Annie. »« Mais je t'ai toujours appelé comme ça, non? C'est bien ton nom, pourtant. »« Mon nom, c'est Anakin, » dit très calmement le jeune Jedi, serrant la mâchoire et durcissant le regard. « Quand vous m'appelez Annie, c'est comme si vous vous adressiez encore à ce gamin que je ne suis plus depuis longtemps. » Padmé se figea et l'observa des orteils à la racine des cheveux, puis hocha la tête.
Il devina alors un reste de perplexité sur le visage de la jeune femme. Elle hocha de nouveau la tête et son ton se fit beaucoup plus respectueux. Pardonne-moi, Anakin. C'est impossible de nier le fait que tu as grandi. À sa façon de dire cela, Anakin sentit que Padmé reconnaissait enfin qu'il était un homme à présent, et de plus qu'il était plutôt bien de sa personne. Sa réflexion, ajoutée au petit sourire qu'elle lui adressa, obligea le jeune homme à rougir un peu. Il s'ébroua, repéra un petit objet décoratif posé sur l'une des étagères du mur à côté de lui, et s'en empara. Puis, se servant de la force, il le fit flotter au-dessus de sa main, histoire de détourner la conversation. Il lui fallut cependant s'éclaircir la gorge pour masquer son embarras, ayant trop peur que sa voix ne déraille tandis qu'il reprenait la parole. Maître Obi-Wan ne s'en est pas encore rendu compte. Il critique chacun de mes faits et gestes comme si j'étais toujours un enfant. Il n'a pas voulu m'écouter quand j'ai insisté pour que nous menions une enquête afin de découvrir qui se cache derrière les tentatives d'assassinat. Les mentors ont toujours tendance à remarquer nos défauts plus que nous ne le souhaiterions, acquiesça Padmé. Mais je suppose que c'est comme ça qu'on réussit à mûrir. Concentrant ses pensées, Anakin se servit de la force pour faire voler le petit objet sphérique un peu plus haut dans les airs. Il le fit tournoyer sur lui-même. « Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, » remarqua-t-il. « Obi-Wan est un mentor génial, aussi sage que Maître Yoda et aussi puissant que Maître Windu. Je suis vraiment très reconnaissant d'être son apprenti. Seulement... » Il marqua une pause et secoua la tête à la recherche de ses mots. « Seulement voilà, même si je ne suis qu'un padawan, un élève, j'ai l'impression souvent, très souvent même, de le devancer. Je suis fin prêt pour ce test, j'en suis sûr, et il le sait aussi. Il croit que je suis trop imprévisible. Pourtant, d'autres Jedi de mon âge ont également subi ce genre d'épreuve et s'en sont très bien sortis. D'accord, mon entraînement a démarré plus tard que prévu, mais j'ai la sensation qu'il veut m'empêcher de progresser. » L'expression de Padmé vira à la stupéfaction et Anakin comprit immédiatement l'origine de sa surprise, car lui aussi se trouvait fort étonné d'avoir parlé de façon si ouverte et si critique d'Obi-Wan. Il se dit qu'il était préférable d'en rester là et se réprimanda intérieurement. « Ça doit être très frustrant, » dit enfin Padmé avec beaucoup de compassion. « C'est pire que ça, » gémit Anakin en réponse, sautant à pieds joints sur l'occasion de vider son sac. « Il me critique surtout. Il ne m'écoute jamais, il ne comprend rien, c'est pas juste. » Il aurait bien continué ainsi pendant un moment, mais Padmé se mit à rire, et Anakin s'interrompit aussi brusquement que s'il venait de recevoir une gifle en pleine figure. « Je suis désolée, » dit-elle entre deux gloussements. « Mais là, j'ai vraiment l'impression d'entendre ce petit garçon, celui rencontré jadis, pleurnichant parce qu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut. Mais je ne pleurniche pas, je vous assure que non. » À l'autre bout de la chambre, Dormé, à son tour, se mit à rire. « Je n'ai pas voulu dire ça pour te blesser, » assura Padmé. Anakin inspira profondément, expira tout doucement, et ses épaules semblèrent se relaxer. « Oui, je sais. » Il faisait pitié, sans pour autant paraître lamentable, comme si son âme était en détresse. Padmé ne put résister. Elle s'approcha de lui, leva une main et lui caressa doucement la joue. « Anakin. » Pour la première fois depuis leur retrouvaille, Padmé regarda droit dans les yeux bleus du jeune padawan. Leurs regards se fixèrent et tous deux semblèrent s'observer jusqu'au plus profond de leur cœur. La sensation fut fugace, car la raison de Padmé reprit le dessus. Elle s'empressa de changer de ton en formulant une requête aussi légère que sincère. « Ne grandis pas trop vite. »« Mais j'ai grandi, » répondit Anakin. « Vous l'avez dit vous-même. » Il termina sa phrase en laissant planer le ton de la suggestion et regarda à nouveau droit dans les grands yeux bruns de Padmé, cette fois-ci plus intensément, plus passionnément. « Je t'en prie, ne me regarde pas comme ça, » dit-elle en baissant les yeux. « Pourquoi ? » ?»« Parce que j'ai peur de deviner ce que tu penses. » Anakin rompit la tension, tout au moins essaya-t-il, en éclatant de rire. « Alors vous aussi, vous avez des pouvoirs Jedi ?» Padmé se détourna et regarda Dormé pendant quelques instants. Cette dernière l'observait avec une évidente inquiétude. Elle n'essayait même plus de dissimuler ses préoccupations.
Padmé comprit ce que devait ressentir sa suivante, étant donné le cours inattendu que venait de prendre la conversation. Elle regarda à nouveau Anakin droit dans les yeux. « Parce que ça me met mal à l'aise », dit-elle enfin, son ton ne laissant aucune ouverture au débat. Anakin se calma et détourna les yeux à son tour. « Je suis désolé, madame », annonça-t-il, très professionnel, faisant un pas en arrière pour la laisser terminer ses bagages. Il était redevenu un simple garde du corps. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Padmé le savait bien, même si sa raison la poussait à le souhaiter. Sur un monde délavé par les eaux, balayé par les vents, aux confins de la bordure extérieure, un père et son fils étaient assis sur un parapet de métal noir et brillant. Ils observaient attentivement les zones de calme relatif créées par les courants qui zébraient le turbulent océan. La pluie s'était un peu apaisée, une rare accalmie sur cette planète aquatique, et les vagues s'étaient par endroits aplanies, permettant au duo d'essayer de repérer les sombres silhouettes d'environ 1 mètre de long des poissons rouleaux. Ils se trouvaient sur l'une des passerelles les plus basses de l'un des gigantesques pilotis qui soutenaient Tipoca, la ville la plus importante de Kamino. La cité était constituée de structures élancées et arrondies, destinées à pourfendre les vents en douceur, plutôt que de leur faire face. Kamino avait été conçu et maintes fois modifié par les meilleurs architectes qu'il était possible de rencontrer dans la galaxie. Ces ingénieurs avaient compris que le meilleur moyen de combattre les intempéries permanentes était de s'y fondre avec subtilité. De très hauts panneaux de transparacier garnissaient les innombrables ouvertures des bâtiments. Le père, Django, se demandait régulièrement pourquoi les Kaminoans, ces créatures grandes et minces à la peau blafarde, aux grands yeux en amande fichés dans leur tête oblongue et au cou aussi long que des avant-bras humains, tenaient tant à ces fenêtres. Que pouvait-on bien vouloir observer d'autre que ces vagues déchaînées et ces averses constantes? Kamino avait cependant ses bons côtés. Django savait combien tout ceci était relatif. Pourtant, lorsque la pluie avait un peu baissé d'intensité, il avait emmené son petit garçon à l'extérieur. Il posa une main sur l'épaule de son fils et hocha le menton en direction d'un tourbillon plus calme que les autres. Le garçon, dont le visage exprimait toute l'exubérance d'un gamin de 10 ans, leva son harpon, un atlatl à pulsion ionique, et mit en joue. Il n'utilisa pas la visée laser dont le collimateur pouvait automatiquement compenser la réfraction de l'eau. Non, ce tir devait faire appel à ses seuls talents. Il expira longuement, comme son père le lui avait appris, se servant de cette technique pour se tenir parfaitement immobile. La proie lui présenta son flanc. Le garçon propulsa son bras vers l'avant pour lancer son missile. À moins d'1 mètre de la main tendue de l'enfant, le petit réacteur du projectile s'alluma. Un éclat de puissance aussi soudain que bref projeta le harpon avec autant de célérité qu'un rayon de blaster. Il creva la surface de l'eau et sa pointe acérée traversa le poisson de part en part. Poussant un cri de joie, le garçon fit tourner la poignée de l'atlatl, ferrant sa prise au moyen de sa ligne presque invisible, mais particulièrement solide. Le poisson se débattit et le filin se tendit. Doucement et méthodiquement, l'enfant fit tourner son moulinet afin de ramener sa proie. « Bien joué », le congratula Django. « Mais si tu avais tiré à 1 centimètre de plus vers l'avant, tu aurais touché l'un des muscles primaires juste à côté des ouïes, et tu l'aurais complètement immobilisé. » Le garçon hocha la tête, nullement perturbé par le fait que son père, son mentor, trouve toujours quelque chose à redire, même en cas de succès. L'enfant savait que son père bien-aimé se comportait ainsi pour le pousser à se perfectionner sans cesse. Dans une galaxie aussi dangereuse que celle-ci, la perfection était un outil essentiel à la survie. Le gamin aimait tellement son père qu'il ne prenait jamais ombrage de ses critiques. Django se raidit soudainement, percevant du mouvement à proximité. Un bruit de pas, peut-être une odeur, signala au chasseur de primes que lui et son fils n'étaient pas seuls. Les ennemis n'étaient pas nombreux sur Kamino, exception faite de ceux qu'on rencontrait sous la surface des océans, où rôdaient d'immenses créatures pleines de tentacules. La vie au-dessus des eaux se limitait aux Kaminoans eux-mêmes
Et Django ne fut donc pas surpris de découvrir que le nouvel arrivant était l'un d'entre eux. Il s'agissait de Tonui, son contact permanent avec les habitants de cette planète. Mes hommages, maître Django, dit la grande et souple créature, levant un long bras et déployant sa main en un geste de paix et d'amitié. Django hocha la tête mais ne sourit pas. Pourquoi donc Tonui était-elle venue jusqu'ici? Les Kaminoans ne s'aventuraient que très peu dans les structures inférieures de la cité. Pourquoi était-elle venue interrompre Django alors que celui-ci était en compagnie de son fils? On vous a peu vu dans le secteur dernièrement, remarqua Tonui. J'avais mieux à faire. Avec votre enfant? Sans répondre, Django regarda son fils sur le point d'éperonner un autre poisson rouleau, enfin en apparence. Et cette constatation déclencha chez le grincheux chasseur de primes un hochement de tête satisfait. Il avait enseigné à son fils l'art de la duplicité et de la ruse. Il lui avait appris à laisser croire qu'il était plongé dans une activité précise, alors qu'en réalité il était concentré sur toute autre chose. En l'occurrence, écouter la conversation, évaluer chacune des paroles de Tonui. Son 10e anniversaire approche, reprit la Kaminoane. Django se tourna vers elle et lui adressa un regard acerbe. Vous croyez que je ne me souviens pas de la date de naissance de Boba? Si Tonui s'offusqua de la réponse, ses délicats traits de Kaminoane n'en laissèrent rien entrevoir. Nous sommes prêts à reprendre le processus, dit-elle. Django posa à nouveau les yeux sur Boba, l'un de ses milliers d'enfants, mais le seul qui soit un clone parfait, une réplique exacte, n'ayant subi aucune manipulation génétique afin de le rendre plus obéissant. Et le seul qui ait été exempté de la procédure de vieillissement accéléré. Le groupe de clones qui avait été créé en même temps que Boba arrivait à présent à maturité. Ils étaient tous des guerriers adultes et en parfaite santé. Django avait toujours songé que cette méthode d'accélération du vieillissement était une erreur. Après tout, l'expérience seule permettait de se forger des talents de combattant, pas la génétique. Mais il n'avait jamais fait ouvertement part de son opinion aux Kaminoan. On l'avait engagé pour accomplir un travail, afin de servir de modèle, de matrice. Et se poser des questions sur les méthodes employées ne faisait pas partie des termes de son contrat. Tonui pencha la tête de côté, clignant doucement des yeux. Django reconnut cette attitude comme exprimant une certaine curiosité, et il dut se retenir de laisser échapper un rire entre ses lèvres. Les Kaminoans se ressemblaient entre eux bien plus que les êtres humains, surtout quand ces humains provenaient de planètes différentes. Peut-être que leur conception si singulière de l'existence, cette uniformité qui régnait au sein de l'espèce, était issue de leur mode de reproduction si particulier. Un mode qui faisait appel à de nombreuses manipulations génétiques, voire au clonage pur et simple. Les Kaminoan, en tant que société, donnaient l'impression de partager une seule âme et un seul cœur. Tonui parut visiblement perplexe, elle l'était réellement d'ailleurs, à l'idée qu'un humain pût avoir aussi peu d'affinité avec les autres représentants de sa propre espèce, clone ou non. Mais Django ne s'en souciait guère. Il était un chasseur de primes, un solitaire, un reclus. Enfin, il l'aurait été s'il n'y avait pas eu Boba. Django n'avait que faire de la politique, de la guerre ou de cette armée de clones. Si tous ces individus devaient se faire massacrer, soit. Il n'éprouvait de l'attachement pour aucun d'entre eux. Il tourna les yeux et réfléchit à cela. Pour aucun d'entre eux, à part Boba, bien sûr. En dehors de toutes ces considérations, ceci n'était finalement qu'un boulot comme un autre, facile et plutôt bien payé. Financièrement, il n'aurait jamais pu demander plus que ce qu'on lui proposait ici, et seuls les Kaminoan avaient été à même de lui fournir Boba, plus qu'un simple fils, une réplique parfaite. Boba donnait à Django le plaisir de découvrir ce que sa vie aurait pu être s'il avait eu la chance d'avoir un père attentionné et aimant. Un mentor suffisamment appliqué pour ne pas hésiter à le critiquer, à l'obliger à se perfectionner. En tant que chasseur de primes, en tant que guerrier, il était aussi bon qu'il était possible de le concevoir, mais il ne faisait aucun doute que Boba, élevé et entraîné à la perfection, finirait un jour par lui être supérieur, qu'il deviendrait le plus grand combattant que cette galaxie ait jamais connu. Et ça, c'était la plus grande des récompenses pour Django. Une récompense qu'il chérissait.
passant de paisibles instants en compagnie de son fils, de sa jeune réplique. De paisibles moments au cœur de ce tumulte qui avait animé l'existence tout entière de Django Fett, lui qui avait dû apprendre à survivre au péril de la bordure extérieure dès ses premiers pas. Chaque nouveau péril, chaque nouvelle épreuve l'avait rendu plus fort, l'avait poussé vers la perfection, avait aiguisé ses talents qu'il s'apprêtait à présent à transmettre à Boba. Dans toute la galaxie, il n'y avait pas de meilleur instructeur pour son fils que lui. Lorsque Django Fett souhaitait vous capturer, il vous capturait. Lorsque Django Fett souhaitait vous éliminer, il vous éliminait. Non, le souhait n'avait rien à voir là-dedans. Cela n'avait jamais rien de personnel. La chasse, l'assassinat, ça faisait partie du travail. Et la plus précieuse leçon que Django ait jamais apprise était bien de ne pas éprouver de compassion. Jamais. C'était là son arme la plus redoutable. Il regarda Tonui puis sourit à Boba. Django n'éprouvait aucune compassion, à part lors de ces moments qu'il pouvait passer seul avec son fils. Lorsqu'il se trouvait avec Boba, Django éprouvait de la fierté et de l'amour, mais il devait redoubler de vigilance pour contenir au maximum ses faiblesses potentielles. Même s'il aimait son fils tendrement, parce qu'il aimait son fils tendrement, Django lui avait transmis les mêmes dispositions au manque de compassion, à la dureté que lui-même avait acquise pendant sa jeunesse. « Nous reprendrons le processus dès que vous serez prêt », remarqua Tonui, arrachant Django à sa rêverie. « Ne disposez-vous pas de suffisamment de matériel pour vous passer de moi ? Eh bien, puisque vous êtes là, nous préférerions tout de même nous assurer de votre présence pendant le processus, dit Tonui. C'est toujours mieux de travailler à partir de l'hôte originel. Django leva les yeux au ciel, se remémorant toutes les aiguilles et les sondes qu'on lui avait déjà appliquées, mais il acquiesça en hochant la tête. Considérant le salaire, ce boulot était tout de même facile. « Dès que vous serez prêt, » dit Tonui, s'inclinant et tournant les talons. « Si tu attends que je sois prêt, tu risques d'attendre longtemps, » songea Django. Mais il ne dit rien et se tourna vers Boba pour faire signe au petit garçon de se remettre au travail avec son attelage. « Parce que figure-toi que maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut, » se dit-il, détaillant la fluidité des mouvements de Boba, le regardant se mettre à l'affût, prêt à capturer le prochain poisson rouleau. Le secteur industriel de Coruscant disposait probablement des plus grands quais de chargement de toute la galaxie. De lourds vaisseaux de transport allaient et venaient continuellement. D'énormes grues volantes se tenaient en permanence prêtes à décharger les millions de tonnes de ressources nécessaires à la survie de cette ville-planète. Une planète qui, en raison de sa surpopulation, était incapable depuis longtemps de subvenir à ses propres besoins. En dépit de l'efficacité plus que stupéfiante dont faisait preuve le personnel des docks, un tumulte incessant régnait en cet endroit. Il arrivait régulièrement que se créent des embouteillages en raison de la quantité de vaisseaux en attente d'accostage et du nombre de grues volantes. Les quais grouillaient également d'une foule de passagers, la paysannerie de Coruscant, essayant d'embarquer sur des cargos en partance. Des milliers et des milliers de personnes qui cherchaient à fuir cette intense frénésie qu'était devenue la planète. Mêlés à cette foule, Anakin et Padmé suivaient le mouvement, tous deux vêtus de simples tuniques et pantalons bruns, la tenue des réfugiés et migrants. Ils sortirent côte à côte de la navette qui les avait conduits au dock et s'avancèrent sur le quai en direction de l'énorme cargo sur lequel ils comptaient embarquer. Le capitaine Typho, Dormé et Obi-Wan les attendaient près de la passerelle. « J'espère que tout ira bien, madame, » dit le capitaine Typho, incapable de masquer son inquiétude. Il était évident que cela ne l'enchantait guère de laisser Padmé échapper à sa surveillance et à son contrôle. Il tendit une paire de petites valises à Anakin et adressa un hochement de tête confiant au jeune Jedi. « Merci, capitaine, » répondit Padmé, la voix teintée de gratitude. « Prenez bien soin de Dormé. Toutes les menaces reposent sur vous deux à présent. »« Il sera en sécurité avec moi, » s'empressa de dire Dormé. Padmé sourit, appréciant la tentative de légèreté émise par sa suivante. Elle s'approcha d'elle et la prit affectueusement dans ses bras. Elle serra un peu plus dès qu'elle entendit Dormé se mettre à pleurer. « Tout ira bien, » chuchota Padmé à l'oreille de la jeune femme.
Oui, madame. Mais c'est pour vous que je m'inquiète. Que se passera-t-il lorsqu'on découvrira que vous avez quitté la capitale? Padmé fit un pas en arrière pour tenir sa suivante à bout de bras. Elle parvint à sourire en adressant un regard en direction d'Anakin. Alors mon protecteur Jedi devra m'apporter la preuve de tous ses talents. Dormé laissa fuser un petit rire nerveux et essuya une larme qui perlait à son œil. Elle sourit et hocha la tête. Un peu en retrait, Anakin se retint de sourire, décidant consciemment d'adopter une posture inspirant confiance et contrôle. Mais tout au fond de lui, il se réjouit d'entendre Padmé émettre un compliment le concernant. Obi-Wan mit fin à sa rêverie en tirant son padawan à l'écart. « Tu restes sur Naboo, compris ?» dit le maître. « Vous évitez d'attirer l'attention. Je te défends d'entreprendre quoi que ce soit sans nous tenir, moi ou le conseil, au courant. C'est clair ?»« Oui, maître, » répondit Anakin d'un ton très soumis. Mais intérieurement, il sentit son estomac se révulser. Ne rien faire, ne rien entreprendre sans en référer d'abord au conseil, sans en demander la permission, n'avait-il pas enfin mérité un peu plus de respect que cela? N'avait-il pas déjà fourni la preuve de ses talents, démontré qu'il était un padawan en qui on pouvait avoir confiance? Je vais tirer cette histoire de complot au clair dans les plus brefs délais, madame, entendit-il Obi-Wan annoncer à Padmé. Anakin sentit la colère l'envahir. Ne s'agissait-il pas de la démarche qu'il avait suggérée à son maître lorsqu'on les avait assignés à la protection de la sénatrice? Vous serez de retour ici très rapidement, assura le chevalier. Je vous suis très reconnaissante pour votre efficacité, maître Jedi. Anakin n'apprécia guère d'entendre Padmé éprouver tant de gratitude envers Obi-Wan. Il ne souhaitait pas que la jeune femme accorde plus de valeur aux propos d'Obi-Wan qu'aux siens. « Il est temps de partir !» annonça le padawan faisant un pas en avant. « Je sais », répondit Padmé d'un ton un peu maussade. Anakin se rappela de ne pas prendre pour lui la remarque. Padmé savait que son devoir était de rester ici, sur Coruscant. Quitter ainsi la planète incognito ne l'amusait certainement pas. Pas plus d'ailleurs que de savoir qu'une autre de ses suivantes allait devoir prendre sa place et accepter le risque de mettre sa vie en danger. L'image du cadavre de Cordé lui revint à l'esprit. Padmé et Dormé s'embrassèrent à nouveau. Anakin ramassa les bagages et s'éloigna du bus volant en direction de la passerelle où attendait R2-D2. « Que la force soit avec toi, » dit Obi-Wan. « Que la force soit avec vous, maître. » Anakin était sincère. Il pensait chacun de ses mots. Il souhaitait qu'Obi-Wan découvre enfin qui se cachait derrière les tentatives d'assassinat. Il souhaitait que son maître fasse en sorte que la galaxie soit à nouveau sûre pour Padmé. Mais il dut admettre qu'il ne souhaitait pas que cela se produise trop vite. Sa mission lui offrait la possibilité de rester auprès de la femme qu'il aimait. Il ne serait pas heureux que cette mission soit de courte durée et de devoir à nouveau se séparer de Padmé. « J'ai peur d'un seul coup, » lui dit la jeune femme alors qu'ils avançaient tous deux vers le cargo spatial géant qui devait les emmener sur Naboo. R2-D2 roulait juste derrière eux en sifflotant joyeusement. « C'est ma première mission en solo. Moi aussi j'ai peur, » répondit Anakin en se tournant vers Padmé pour la regarder droit dans les yeux en souriant de toutes ses dents. « Mais ne vous inquiétez pas, R2 est avec nous. » Encore une fois, la légèreté de son ton fut grandement appréciée. Près du bus volant qui devait les ramener en ville, Obi-Wan, Typho et Dormé regardaient Anakin, Padmé et R2-D2 disparaître dans la cohue qui régnait sur le vaste spatioport. « J'espère qu'il ne commettra pas d'imprudence, » dit Obi-Wan à voix haute. Le simple fait qu'il s'adresse ainsi ouvertement au capitaine et au sujet de son padawan prouva à Typho combien le maître Jedi avait confiance en lui. « En fait, j'aurais plutôt tendance à m'inquiéter davantage pour elle que pour lui, » répondit Typho secouant la tête, l'air très sérieux. « Elle n'est pas du genre à se plier aux ordres. »« De parfaits compagnons de voyage, » observa Dormé. Obi-Wan et Typho se tournèrent vers elle et le capitaine secoua à nouveau la tête, l'air désespéré. Obi-Wan ne pouvait qu'être d'accord avec la remarque de Dormé, même si celle-ci l'avait formulée de façon innocente. Padmé Amidala était quelqu'un de têtu, une forte tête, une personnalité indépendante, plaçant son propre jugement au-dessus de celui des autres, quelle que soit leur fonction ou leur expérience. Mais des deux personnes qui venaient de quitter le bus volant, elle n'était certainement pas la plus bornée. Et cette pensée n'avait rien de réconfortant.
Chapitre 11. Le grand temple Jedi était un lieu dédié à la réflexion et à l'entraînement intensif. C'était aussi un lieu où il était possible de trouver des informations. Par tradition, les Jedi étaient les gardiens de la paix dans la galaxie, ils étaient également les gardiens du savoir. Sous de très hauts plafonds, en retrait de l'un des corridors du temple, étaient alignées de petites cabines allouées à la recherche. Ces espaces de travail grouillaient de droïdes de tailles et de formes diverses, dévolus à toutes sortes de tâches. Tout en avançant dans les couloirs du temple, Obi-Wan Kenobi pensait à Anakin et à Padmé. Il se demanda, pas pour la première fois et certainement pas pour la dernière, s'il avait été sage de laisser Anakin accompagner la sénatrice Amidala. L'enthousiasme avec lequel le Padawan avait accepté sa nouvelle mission avait déclenché comme un signal d'alarme dans la tête d'Obi-Wan. Mais il avait tout de même accepté de le laisser partir, principalement parce qu'il savait qu'il serait lui-même bien trop occupé à suivre les indices qui lui indiqueraient d'où provenaient les ennuis d'Amidala. Ce jour-là, les cabines d'analyse étaient presque toutes occupées, comme c'était toujours le cas d'ailleurs, par des étudiants ou des maîtres en train de procéder à des recherches. Obi-Wan aperçut enfin une cabine inoccupée où se tenait un droïde analyste de type SP4. C'était exactement ce qu'il lui fallait. Le chevalier s'assit face à la console et le droïde réagit immédiatement en déployant un petit plateau. Veuillez placer le sujet à analyser sur le plateau capteur, s'il vous plaît. Annonça la voix métallique du droïde. Obi-Wan s'exécuta et sortit de sa poche la fléchette empoisonnée qui avait causé la mort de la tueuse à gages. Le plateau fut prestement escamoté. Le moniteur qui se trouvait devant Obi-Wan s'alluma. Une série de diagrammes et de données se mit à défiler rapidement. « C'est une fléchette empoisonnée », expliqua le Jedi au SP4. « Je veux savoir d'où elle vient et qui l'a fabriquée. » Un moment, s'il vous plaît. D'autres schémas apparurent, d'autres blocs de texte s'affichèrent. Soudain, l'écran se figea sur l'image d'une fléchette assez similaire. Mais les différences étaient encore trop nombreuses et le défilement des informations reprit de plus belle. Des dessins représentant toutes sortes de dards se superposèrent sur l'image de celui fourni par Obi-Wan. Rien ne concordait. L'écran s'éteignit, le plateau se déploya à nouveau. Comme vous pouvez le constater sur votre écran, l'arme analysée n'appartient à aucune civilisation connue. Expliqua le SP4. Aucune marque ne peut être identifiée. Elle a probablement été réalisée par un guerrier indépendant n'ayant aucun rapport avec une culture répertoriée. Veuillez céder votre place, je vous prie. Pardon ? Demanda Obi-Wan sur le ton de la frustration. Est-ce que tu ne pourrais pas encore essayer ? Maître Jedi, nos archives sont très complètes. Elles couvrent 80% de la galaxie. Si je ne suis pas capable de vous dire d'où provient votre sujet, alors personne d'autre ne le sera. Kenobi ramassa la fléchette, regarda le droïde et soupira. Manière de montrer son profond désaccord avec cette dernière phrase. « Merci infiniment pour ton aide », dit-il, se demandant si les SP4 étaient programmés pour comprendre les inflexions sarcastiques. « Tu n'es peut-être pas capable de tirer ça au clair, mais je crois bien que je connais quelqu'un qui, lui, le sera. » Les probabilités m'indiquent que c'est impossible. Commença à répondre SP4, roulant alors hors de la cabine pour disserter sur le caractère exhaustif de ses banques de données et ses capacités de recherche inégalées. Mais Obi-Wan n'était pas d'humeur. Il fila à grandes enjambées le long des couloirs et quitta le temple Jedi. Il sortit sans dire un mot à qui que ce soit, perdu dans ses propres pensées, essayant de se concentrer. Il avait besoin de ces réponses, et vite, il le savait instinctivement. Une sensation était en train de le tirailler. La sécurité de la sénatrice Amidala n'était probablement plus le seul enjeu. Kenobi sentait que des choses plus importantes se tramaient, mais, à cet instant précis, il ne pouvait qu'essayer de deviner de quoi il s'agissait. Est-ce que cela concernait Anakin ? Un complot encore plus funeste contre la République ? Peut-être était-il tout simplement irrité parce que le SP4, d'ordinaire fiable, n'avait pas été à même de l'aider. Il avait besoin de réponses, et les méthodes conventionnelles pour les obtenir ne semblaient guère fonctionner, apparemment. Mais Obi-Wan Kenobi, par bien des côtés, n'était pas un Jedi conventionnel. S'il avait toujours tendance à paraître réservé, surtout en face de son Padawan, Kenobi avait beaucoup appris auprès de son ancien maître, Qui-Gon Jinn, et en était resté profondément marqué. Il savait où aller chercher les réponses.
Il prit un speeder et gagna le quartier des affaires de Coco Town, une zone très éloignée de celle où Anakin et lui-même avaient appréhendé l'assassin en puissance. Obi-Wan, une fois son véhicule parqué, s'approcha d'un petit bâtiment aux murs métalliques peints de couleurs vives et aux fenêtres complètement embuées. Le nom de l'établissement était inscrit au-dessus de la porte. Même s'il était incapable de lire ces caractères étrangers, Obi-Wan savait ce qui était écrit. Chez Dex. Le chevalier sourit. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas vu Dex. Bien trop longtemps, songea-t-il en pénétrant dans le restaurant. L'intérieur de l'établissement était assez typique des restaurants de ce quartier, avec des box alignées le long d'un des murs et de nombreuses tables rondes entourées de hauts tabourets. La zone du bar était également dotée de hauts tabourets. Des individus de toute espèce se tenaient debout près du comptoir ou bien y étaient accoudés. Une clientèle de dur à cuire, se dit Obi-Wan. Des pilotes de cargo, des employés des docks, des gens qui se servaient encore de leurs muscles dans cette galaxie rendue si flasque par la surenchère des technologies. Le Jedi trouva un coin isolé et s'installa sur un tabouret pendant qu'une droïde serveuse était en train de passer un coup de torchon sur le dessus de la table. « Je peux vous aider ?» demanda la droïde. « Je cherche Dexter. » La droïde serveuse produisit un son des plus déplaisants. Obi-Wan se contenta de sourire. « J'ai juste besoin de lui parler. »« Et qu'est-ce que vous lui voulez à Dexter, hein ? » ?»« Je ne lui veux aucun mal, » lui assura le Jedi. « C'est personnel. » La serveuse le dévisagea pendant un court instant, l'évaluant des pieds à la tête, puis secouant la tête, regagna l'arrière du comptoir par une petite porte de service. « Chérie, c'est quelqu'un pour toi ?» dit-elle. « Un Jedi, d'après ce que je vois. » Un gros visage entouré de volutes de vapeur grise apparut par la trappe de service presque immédiatement. Un large sourire, esquissé par une bouche assez grande pour gober la tête d'Obi-Wan d'un seul coup, révélant de grosses dents carrées, se dessina sur l'immense figure du non-humain lorsqu'il posa les yeux sur le visiteur. « Obi-Wan !»« Salut Dex !» répondit celui-ci, se levant de son tabouret pour avancer jusqu'au comptoir. « Installe-toi dans l'un des box, vieux frère. J'arrive tout de suite. » Obi-Wan regarda autour de lui. La droïde serveuse vaquait à ses occupations et servait d'autres clients. Il alla jusqu'à une alcôve qui se trouvait juste à côté du bar. « Je vous sers une tasse d'hardi ?» demanda la serveuse d'un ton beaucoup plus aimable que précédemment. « Oui, merci. » Elle se retourna vers le comptoir et se glissa contre le mur pour laisser le passage au notoirement célèbre Dexter Jetster. Celui-ci poussa la porte de service et s'approcha d'une démarche un peu raide. C'était un individu fort impressionnant. Une montagne de chair dénuée de coups, capable de reléguer à l'arrière-plan même les clients les plus redoutables qui fréquentaient l'établissement. Son estomac colossal dépassait de sa chemise et de son pantalon, eux-mêmes d'une propreté douteuse. Il était chauve et suintant de transpiration. Même s'il commençait à accuser son âge, même s'il ne se déplaçait plus avec autant de souplesse qu'auparavant en raison des nombreuses vieilles blessures qui le ralentissaient, Dexter Jetster était encore, de toute évidence, une créature à qui il valait mieux ne pas se frotter. Surtout en raison de ses 4 bras très musclés, terminés par des poings massifs, capables de réduire totalement en bouillie la tête d'un humain. Obi-Wan remarqua quantité de regards respectueux se posant sur son vieil ami, pendant que celui-ci rejoignait tranquillement sa table. « Salut, mon pote !»« Salut, Dex. Ça fait une paye ?» Avec grande difficulté, Dexter se glissa sur la banquette en face d'Obi-Wan. La droïde serveuse revint et posa 2 tasses fumantes d'hardi sur la table. « Alors, mon petit vieux, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» demanda le patron du restaurant. Obi-Wan comprit tout de suite que Dex souhaitait réellement l'aider. Il n'en fut pas surpris. Certes, il n'approuvait pas toujours les habitudes du non-humain, son restaurant crasseux et les rixes qui y éclataient régulièrement, mais il savait que Dexter faisait partie des personnes les plus loyales qu'il était possible d'imaginer. Dex pouvait éliminer n'importe quel ennemi, mais il était capable de donner sa propre vie pour sauver une personne qui lui était chère. C'était là une manière de code de l'honneur en vigueur chez les voyageurs stellaires qui passaient par Coruscant. Un code qu'Obi-Wan appréciait tout particulièrement.
De bien des façons, le chevalier Jedi préférait se trouver ici, chez Dex, que de passer du temps avec l'élite qui gouvernait l'univers. Peux-tu me dire ce que c'est que ce truc-là? Dit Obi-Wan en posant la fléchette sur la table sans quitter Dex du regard. Il regarda la créature massive reposer sa tasse tout en écarquillant les yeux pour mieux détailler le singulier petit objet. Eh bien, qu'est-ce que vous dites de ça? Dit prestement Dex, donnant l'impression qu'il avait du mal à reprendre son souffle. Il ramassa la fléchette délicatement, presque avec respect, et l'arme sembla disparaître entre les plis de ses gros doigts. C'est la première fois que je revois un de ces machins depuis l'époque où j'étais prospecteur sur Subterrel par-delà la bordure extérieure. Tu sais d'où ça vient? Dexter reposa la fléchette devant Obi-Wan. Ce petit bijou appartient à un de ces foutus généticiens. Ce que tu as devant toi, mon gars, c'est une pointe de saber d'art de Kamino. Une pointe de saber d'art de Kamino? Répéta Obi-Wan. Je me demande pourquoi ça n'est pas répertorié dans nos archives. Dex tapota le dessus de la fléchette d'un de ses doigts boudinés. Ce sont ces drôles de petites encoches, là, sur le côté, qui l'ont trahi, expliqua-t-il. Ces droïdes analystes que vous avez au temple, ils ne se contentent que d'observer les symboles, tu sais. Je croyais que vous, les Jedi, vous étiez capables de faire la différence entre le savoir et la sagesse. Eh bien, mon vieux Dex, si les droïdes étaient capables de raisonner, nous ne serions plus de ce monde, pas vrai? Répondit Obi-Wan, éclatant de rire. Au bout de quelques instants, Dex embraya et pouffa à son tour. Le chevalier Jedi recouvra rapidement son sérieux, se souvenant de la gravité de sa mission. Kamino. Kamino, ça ne me dit rien. C'est sur le territoire de la République? Non, c'est au-delà de la bordure extérieure. Je dirais facilement à 12 parsecs du dédale de Rishi en allant vers le sud. Ça devrait quand même pas être trop dur à trouver, même pour tes droïdes aux archives, ça, non? Ces Kaminoans sont plutôt du genre reclus. Ils pratiquent le clonage et ils sont doués en plus. Obi-Wan prit de nouveau la fléchette entre ses doigts. Le coude posé sur la table, il la fit tourner à hauteur de ses yeux. Le clonage, tu dis? Et ils sont sympas, ces Kaminoans? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Demanda le Jedi, relevant les yeux de la fléchette. Le sourire qui s'affichait sur le visage de Dexter lui fournit une réponse avant même que le non-humain ne reprenne la parole. Ça dépend de tes bonnes manières et de la grosseur de ton portefeuille. Obi-Wan posa à nouveau les yeux sur la pointe de saber d'art de Kamino, guère surpris par la réponse de son ami. Chapitre 12. La sénatrice Padmé Amidala, ancienne souveraine de Naboo, n'avait certainement pas l'habitude de voyager dans ces conditions. Le cargo ne proposait qu'une seule classe, la 3e, car en vérité le vaisseau n'était rien de plus qu'un appareil de transport doté de vastes soutes plus adaptées au convoyage de marchandises inertes que d'êtres vivants. L'éclairage était affreux, la puanteur bien pire encore. Padmé était incapable de deviner si l'odeur nauséabonde provenait du vaisseau lui-même ou bien de la horde d'émigrants constituée de nombreux individus appartenant à des espèces aussi diverses que variées. Mais la jeune femme s'en moquait. D'une certaine façon, Padmé appréciait véritablement ce voyage. Elle savait qu'elle finirait par retourner sur Coruscant, s'opposer à tous ceux qui soutenaient la création de cette armée républicaine. Mais curieusement, pour le moment, elle se trouvait bien ici. Elle se sentait détendue, libre. Libre de toute responsabilité, libre pour quelque temps de n'être que Padmé et non la sénatrice Amidala. De pareils moments étaient fort rares, ils l'avaient été d'ailleurs depuis sa plus tendre enfance. Elle avait consacré toute son existence, lui semblait-il, au service de son peuple. Toute son attention s'était portée sur le bien commun. Elle n'avait finalement jamais eu le temps de se consacrer à elle-même, Padmé, à ses besoins et à ses désirs. La politicienne n'éprouvait cependant pas de regret face à la réalité de sa vie.
Elle était fière de ce qu'elle avait accompli, mais plus que tout, elle éprouvait ce sentiment de profonde chaleur, de parfaite communion, d'appartenance à quelque chose qui dépassait de loin sa seule petite personne. Et pourtant, ces moments au cours desquels les responsabilités cessaient de peser sur ses épaules étaient indéniablement agréables. Elle regarda en direction d'Anakin qui dormait d'un sommeil visiblement agité. Elle le vit tel qu'en lui-même, pas comme un padawan Jedi, pas comme un garde du corps, mais comme un simple jeune homme. Un très beau jeune homme dont les actions témoignaient en permanence de l'amour qu'il éprouvait pour elle. Un jeune homme dangereux, très certainement. Un Jedi qui songeait à des choses qui lui étaient interdites. Padmé ne pouvait nier son attirance. Anakin et elle avaient finalement emprunté le même chemin, celui qui les mettait au service d'autrui. Elle en tant que sénatrice, lui en tant que padawan Jedi. Mais il semblait vouloir se rebeller contre la voie qu'il avait choisie, en l'occurrence contre le maître qui l'accompagnait sur cette voie, ce que Padmé, elle, n'avait jamais envisagé. Mais ne l'avait-elle vraiment jamais envisagé? Padmé Amidala n'avait-elle jamais souhaité n'être que Padmé, rien qu'une fois au moins? Elle sourit et se détourna délibérément d'Anakin pour observer la salle à l'éclairage sinistre et ses autres compagnons de voyage. Elle repéra finalement R2D2 en train de faire la queue pour obtenir de la nourriture. La silhouette du droïde contrastait avec le reste des êtres vivants. Juste devant R2, des serveurs remplissaient des bols pleins d'un gruau peu engageant, et chaque personne se voyant remettre l'une de ses rations poussait inévitablement un grognement peu enthousiaste. Padmé regarda avec amusement l'un des serveurs se mettre en colère et faire de grands signes de la main à R2, invitant le droïde à reculer. « Pas de droïde dans la file d'attente !» cria le serveur. « Allez, dégage de là !» R2 roula le long du comptoir puis s'arrêta brusquement. Il sortit un tube de son corps cylindrique bourré d'outils et accessoires, le déploya au-dessus du buffet et aspira une bonne quantité du gruau dans l'un de ses conteneurs afin de ramener suffisamment de nourriture à ses compagnons. « Hé, on n'a dit pas de droïde !» cria à nouveau le serveur. R2 aspira prestement une nouvelle rasade de bouillie et déploya une de ses pinces pour saisir un morceau de pain. Il pivota sur lui-même puis détala en sifflotant. Derrière lui, le serveur explosa de colère et agita le poing. Le droïde traversa la vaste soute aussi vite que possible, essayant de rouler en ligne droite pour rejoindre la rayonnante Padmé, contraint cependant de zigzaguer pour éviter les nombreux émigrants endormis à même le sol. « Non, non !» appela Anakin juste derrière la jeune femme. « Maman, non !» Padmé se tourna rapidement et vit que son compagnon était toujours endormi. Il transpirait à grosses gouttes et se débattait, visiblement sous l'emprise d'un cauchemar. « Anakin ?» dit-elle en le secouant par l'épaule. « Non, maman !» cria-t-il s'écartant de Padmé. Elle baissa les yeux et vit ses pieds battre l'air comme s'il était en train de fuir quelque chose. « Anakin !» dit à nouveau Padmé plus fort, tout en le secouant avec plus de fermeté. Il cligna plusieurs fois de ses yeux bleus, regardant autour de lui avec effarement, avant de se reporter sur Padmé. « Quoi ? Je crois que tu étais en train de faire un cauchemar. » Padmé s'empara du bol de gruau et du morceau de pain que lui tendait R2. « Tu as faim ?» Anakin prit la nourriture, se redressa, passa une main dans ses cheveux et secoua la tête. « Nous sommes passés en hyperespace depuis un petit moment, » expliqua-t-elle. « J'ai dormi longtemps ?» Padmé lui sourit, essayant de le réconforter. « Tu as fait une bonne sieste, » répondit-elle. Anakin lissa les pans de sa tunique et s'installa plus confortablement. Il regarda autour de lui, histoire de se repérer. « J'ai hâte de revoir Naboo, » remarqua-t-il tout en changeant de position pour faire face à Padmé. Son expression tourna à l'amertume quand il baissa les yeux sur la bouillie blanchâtre. Il se pencha pour la humer et plissa le nez de dégoût. « Naboo, » dit-il, relevant la tête vers Padmé. « J'y pense tous les jours depuis que j'en suis parti. Je crois que c'est le plus bel endroit qui m'ait été donné de voir. » Tout en parlant, il fixa son regard dans celui de la jeune femme, intensément. Elle silla plusieurs fois et détourna les yeux un peu mal à l'aise. « Le souvenir que tu en as est peut-être différent de la réalité. Certaines fois, le temps peut altérer la perception. »« Certaines fois, oui.
acquiesça Anakin. Lorsque Padmé reporta son attention sur lui, notant qu'il la dévisageait toujours, elle comprit ce qu'il voulait dire. Parfois, il la change en mieux. Ça doit être difficile d'avoir prêté serment à l'ordre Jedi, non? Demanda-t-elle, essayant une nouvelle tactique pour éviter le regard du jeune homme. Ne pas pouvoir visiter les endroits que tu aimes, faire les choses que tu aimes, ou bien être avec les gens que j'aime, enchaîna Anakin, comprenant où elle voulait en venir. Tu es autorisé à aimer? Demanda brutalement Padmé. Je croyais que c'était interdit pour les Jedi. L'attachement est interdit, commença Anakin d'une voix dénuée de la moindre passion, comme s'il récitait une leçon. La possession est interdite. La compassion, que je pourrais rapprocher d'un amour inconditionnel, est en revanche essentielle dans la vie d'un Jedi. Donc, on peut dire qu'on nous encourage à aimer. Tu as tellement changé, s'entendit déclarer Padmé d'un ton qui lui semblait un peu déplacé, d'un ton qui sonnait comme une invitation à... Elle sia quand Anakin profita de l'invitation. Et vous n'avez pas changé d'un iota. Vous êtes exactement comme dans le souvenir que j'avais de vous. Je ne pense pas que Naboo ait beaucoup changé non plus. Non, c'est vrai, dit Padmé presque hors d'haleine. Ils étaient trop près l'un de l'autre. Elle s'en rendait bien compte. Elle savait qu'elle progressait sur un terrain glissant, aussi dangereux pour elle que pour Anakin. Il était Padawan, apprenti Jedi, et les Jedi n'avaient pas le droit de... Et elle alors? Qu'en était-il de tout ce pourquoi elle avait travaillé si dur toute sa vie? Qu'en était-il du Sénat? De ce scrutin essentiel concernant la création d'une armée? Si Padmé se mettait à entretenir une relation avec un Jedi, les implications découlant des résultats du scrutin n'en seraient pas moins catastrophiques. Une telle armée, si elle venait à voir le jour, serait là pour épauler les Jedi dans leurs lourdes tâches, et pourtant, Padmé continuerait à s'y opposer. Et alors? Tout était si compliqué, mais pire encore, tout devenait si dangereux. Elle repensa alors à sa sœur et à leur dernière conversation juste avant le départ de Padmé pour Coruscant. Elle repensa à Ryu et Pooja. Tout à l'heure, tu étais en train de rêver de ta mère, non? Demanda-t-elle, ressentant le besoin de changer de sujet. Elle changea de position en s'écartant un peu d'Anakin, histoire de créer une marge de sécurité entre eux deux. Anakin se rallongea et détourna le regard en hochant doucement la tête. J'ai quitté Tatooine il y a si longtemps. Le souvenir que j'ai d'elle est en train de s'estomper. Il reporta son regard intense sur Padmé. Je ne veux pas perdre ce souvenir. Je ne veux pas cesser de voir son visage. Je sais, commença-t-elle, s'apprêtant à lever la main pour lui caresser la joue. Elle se ravisa et le laissa continuer. Je la vois en rêve. Des rêves criants de vérité, des rêves effrayants. Je me fais du souci pour elle. Tu m'aurais déçu si tu m'avais dit le contraire, lui répondit Padmé d'une voix douce et pleine de compassion. On ne peut pas dire que tu l'aies quittée dans les meilleures circonstances. Anakin frissonna, comme si ses paroles l'avaient réellement blessé. Mais tu as eu raison de partir, lui rappela Padmé, lui serrant le bras et le regardant droit dans les yeux. Ton départ était ce que ta mère souhaitait de mieux pour toi, ce dont elle avait vraiment besoin. L'opportunité offerte par Qui-Gon lui a redonné espoir. C'est essentiel pour un parent de savoir que son enfant, toi en l'occurrence, se voit offrir les perspectives d'une vie meilleure. Mais ses rêves... Je crois que tu ne peux pas t'empêcher de culpabiliser d'être parti, c'est tout, répondit Padmé. Anakin secoua la tête comme si elle s'était trompée. Elle pensait cependant qu'elle avait raison et continua. C'est tout naturel de vouloir que ta mère quitte Tatooine, de vouloir qu'elle soit ici avec toi, sur Naboo ou sur Coruscant, ou dans tout autre endroit que tu estimerais plus sûr pour elle. Plus sûr et plus beau. Fais-moi confiance, Anakin, dit-elle doucement mais fermement, serrant à nouveau son avant-bras. En partant, tu as fait ce qu'il fallait. Pour toi et pour ta mère. Son expression si pleine d'attention, de gentillesse, empêcha Anakin de répondre quoi que ce soit. La ville portuaire de Sid, sur Naboo, ressemblait par bien des façons à Coruscant, en raison de l'important trafic de cargos et de navettes qui descendaient des cieux. Mais la comparaison s'arrêtait là.
À l'inverse de Coruscant, la cité Naboo était plus douce d'aspect. Dénuée de très hautes tours, dénuée d'immenses gratte-ciel de métal froid et de transparacier étincelant. Ici, les bâtiments étaient en pierre de taille et autres matériaux plus nobles. Les lignes des toitures étaient arrondies et ornées de couleurs délicates. Des plantes grimpantes de toutes sortes poussaient çà et là le long des murs, ajoutant vie et senteur à l'architecture, créant une indéniable sensation de confort. Anakin et Padmé, traînant leurs bagages, traversèrent une place très familière. Une place sur laquelle 10 ans auparavant, une bataille s'était livrée contre les droïdes de la Fédération du Commerce. R2D2 roulait tranquillement à leur suite, sifflotant une joyeuse ritournelle, comme si l'aura paisible de Sid avait une quelconque influence sur lui. Padmé, du coin de l'œil, ne cessait d'observer Anakin, remarquant cette sensation de sérénité qui s'était installée sur son visage, remarquant son large sourire. « Si j'avais grandi ici, » déclara Anakin, « je n'aurais jamais voulu m'en aller. »« J'en doute, » dit Padmé en riant. « Non, je vous assure. Lorsque j'ai commencé mon entraînement, j'ai eu le mal du pays. Je me suis senti tout seul. Cette cité et ma mère furent les seules pensées plaisantes qui me permirent de tenir le coup. » L'expression de Padmé céda à la perplexité et à la gêne. Le court séjour d'Anakin ici, sur cette planète, avait eu lieu pendant une terrible guerre. Avait-il été à ce point obsédé par Padmé et par Naboo que les mauvais souvenirs ne pouvaient en rien contrer le sentiment chaleureux qu'il éprouvait? Le problème, continua Anakin, c'est que plus je pensais à ma mère et plus je me sentais mal. J'arrivais à trouver un peu de réconfort en repensant à Naboo et à son palais. Même s'il ne le déclara pas à haute voix, Padmé devina que ce qu'il voulait dire était qu'il se sentait mieux quand il pensait à elle. Quand au moins, il réussissait à l'inclure dans le fil de ses souvenirs les plus plaisants. Le palais et sa manière de briller dans les rayons du soleil, et toutes ces odeurs de fleurs qui flottent dans l'air, et le murmure apaisant des cascades distantes, ajouta Padmé, remarquant la sincérité qui teintait les propos d'Anakin. Elle se trouvait elle-même obligée d'acquiescer, d'embrasser cette vérité concernant Naboo, même si elle s'était résolue à se tenir le plus possible éloignée de ce genre de sentiments. La première fois que je suis venue à la capitale, j'étais très jeune. Je n'avais jamais vu la moindre chute d'eau. Je les ai trouvées si belles. Je n'imaginais pas qu'un jour je vivrais au palais. Alors racontez-moi, est-ce que vous rêviez de pouvoir et de politique lorsque vous étiez petite fille? Padmé éclata d'un rire franc et sonore. Non, c'était le cadet de mes soucis. Elle ressentit une certaine nostalgie croître en elle. Elle sentit remonter les souvenirs d'une jeunesse lointaine, d'une époque où son innocence n'était pas encore ternie par la guerre, par les trahisons et les complots qui animaient la vie politique. Elle eut toutes les peines du monde à croire qu'elle était ainsi en train de se confier si ouvertement à Anakin. Moi, je rêvais de travailler pour le mouvement de soutien aux réfugiés. Je n'imaginais même pas me présenter à un poste officiel. Mais en étudiant un peu plus l'histoire, je me suis rendu compte qu'un bon politicien pouvait réaliser de grandes choses. Donc, à l'âge de 8 ans, j'ai rejoint le programme législatif pour la jeunesse. Ce qui ici, sur Naboo, correspond à une profession de foi, à une attestation de ton entrée dans les services publics. De là, je suis devenue conseillère sénatoriale, m'attaquant à mon travail avec une telle ardeur que, en moins de temps qu'il en faut pour le dire, on a fini par m'élire reine. Padmé regarda Anakin et haussa les épaules, essayant de conserver un semblant d'humilité. En fait, j'avais obtenu d'excellents scores à mon certificat d'éducation, expliqua-t-elle. Mais je dois mon élection en grande partie à ma conviction qu'il était possible de réformer les choses. Le peuple de Naboo a embrassé cette vision avec enthousiasme, et du coup, le problème de mon âge n'a eu que peu d'incidence sur la campagne électorale. Je ne crois pas avoir été la plus jeune reine accédant au trône. Mais maintenant que j'y repense, je crois que je n'étais pas assez mûre pour ça. Elle marqua une pause et regarda Anakin droit dans les yeux. Je ne suis pas sûre que j'étais prête. Le peuple que vous avez servi pense que vous avez fait du bon travail, lui rappela Anakin. Je crois avoir entendu dire qu'ils souhaitaient modifier la Constitution pour que vous puissiez demeurer leur souveraine. Les opinions populaires ne sont pas toujours le reflet de la démocratie, Anakin. Donner au peuple ce qu'il souhaite ne doit pas l'emporter sur la nécessité de lui fournir ce dont il a réellement besoin.
Et très franchement, je me suis senti très soulagé au terme de mon deuxième mandat. Tout comme mes parents, ajouta-t-elle en pouffant avant de reprendre avec emphase. Ils se sont fait un sang d'encre à mon sujet pendant le blocus. Ils avaient hâte que je cède ma place sur le trône à quelqu'un d'autre. En fait, maintenant, il faudrait peut-être que je songe à fonder une famille. Elle se détourna légèrement, sentant le rouge lui monter aux joues. Comment avait-elle pu se confier à lui si rapidement? Après tout, Anakin n'était pas un ami de longue date, songea-t-elle. Mais ce signal d'alarme sembla sonner dans le vide à l'intérieur de sa tête. Elle regarda à nouveau Anakin. Il se sentait bien. Elle se sentait à l'aise en sa compagnie, un peu comme s'ils avaient été amis toute leur vie. Ma sœur a les enfants les plus merveilleux qui soient, dit-elle. Ses yeux pétillèrent. Elle sia à plusieurs reprises pour masquer son émotion, elle qui avait si souvent dû masquer ses désirs personnels pour favoriser tout ce qui lui semblait être dans l'intérêt du bien commun. Mais lorsque la reine m'a demandé d'accepter ce poste de sénatrice, je n'ai pas pu refuser, expliqua-t-elle. Je suis on ne peut plus d'accord, répondit Anakin. Je pense que la République a besoin de vous. Je suis ravi que vous ayez choisi cette fonction. Je crois que des événements vont se produire au cours de notre génération, des événements qui risquent de changer la galaxie de façon fondamentale. C'est une prémonition Jedi? Plaisanta-t-elle. Anakin éclata de rire. Non, juste une impression, expliqua-t-il. Ou plutôt essaya-t-il d'expliquer car il n'était pas très sûr de ce qu'il voulait dire. J'ai le sentiment que tout est en veilleuse, que quelque chose doit se produire. Je pense pareil, l'interrompit Padmé avec sincérité. Ils venaient d'arriver devant les grandes portes du palais. Ils marquèrent un temps d'arrêt pour contempler l'admirable bâtiment. À l'opposé des constructions de Coruscant, qui semblaient avoir été édifiées pour ne remplir que des fonctions utilitaires, cette structure évoquait plus le temple Jedi et témoignait d'une compréhension de l'importance de l'esthétique, d'une volonté de faire cohabiter le fond et la forme. Padmé connaissait bien son chemin dans le palais, évidemment, et tous les gens qu'ils rencontrèrent la saluèrent. Ils n'eurent donc aucun mal à rejoindre la salle du trône et furent immédiatement annoncés. Des visages souriants les accueillirent. Sio Beeble, le cher ami de Padmé et son conseiller personnel du temps où elle était reine, se tenait debout près du trône, près de la reine Jamilia, comme il s'était si souvent tenu près de Padmé. Il n'avait guère vieilli en dépit de toutes ces années. Ses cheveux blancs et sa barbe étaient toujours parfaitement soignés et lui donnaient son allure si distinguée. Ses yeux rayonnaient toujours avec la même intensité, une intensité que Padmé appréciait tant. À côté de lui, Jamilia semblait tenir à merveille son rôle de souveraine. Elle portait l'une de ses grandes coiffes et l'une de ses amples robes que Padmé avait revêtues pendant si longtemps. La sénatrice se dit que Jamilia avait au moins autant de prestance qu'elle-même du temps de son règne. Des suivantes, des conseillers et des soldats allaient et venaient. Padmé repensa soudainement que l'un des aspects de la vie de reine, l'un des moins plaisants en tout cas, était de ne jamais pouvoir être tranquille. La reine Jamilia, se tenant parfaitement droite afin d'éviter de faire tomber sa coiffe, se leva, marcha jusqu'à Padmé et lui prit les mains. « Nous étions inquiets à votre sujet. Je suis si heureuse que vous soyez ici, Padmé, dit-elle d'une voix riche teintée de ces intonations du sud-est qui mettaient l'accent tonique sur les consonnes. Merci, Votre Altesse. J'aurais seulement souhaité pouvoir mieux vous servir en demeurant sur Coruscant afin de participer au scrutin. Le chancelier suprême Palpatine nous a tout expliqué, intervint Sio Beeble. Revenir ici était la seule option à votre disposition. Padmé lui adressa un hochement de tête résigné. Pourtant, ce retour au bercail ici sur Naboo la peinait grandement. Elle avait travaillé si dur à s'opposer à la création de cette armée républicaine. Combien de systèmes se sont encore joints au comte Dooku et aux séparatistes? Demanda abruptement la reine Jamilia, qui n'était pas du genre à se perdre en conjectures. Des milliers, répondit Padmé. Et de plus en plus de planètes tournent le dos à la République tous les jours. Si le Sénat donne son accord à la loi sur l'enrôlement militaire, je suis certaine que nous courons au-devant d'une guerre civile. Sio Beeble frappa la paume de sa main gauche de son poing droit. Mais c'est impensable.
dit-il, grinçant des dents à chacun de ses propres mots. Il n'y a pas eu de conflit généralisé depuis la formation de la République. Pensez-vous qu'on puisse, par la négociation, amener les séparatistes à revenir à la raison et à intégrer de nouveau la République? Demanda Jamilia, gardant tout son calme face à l'agitation évidente de Sio Bibble. Non, pas tant qu'ils se sentiront menacés. Padmé fut stupéfaite de se sentir elle-même aussi à l'aise en formulant cette supposition. Elle eut soudain l'impression de réellement percevoir toutes les nuances de sa position, comme si elle pouvait s'en remettre implicitement à son instinct. Elle comprit que tous ses talents seraient bientôt mis à contribution. Les séparatistes ne disposent d'aucune armée, mais si on les provoque, ils feront tout pour se protéger. Dans la mesure où ils n'ont ni temps, ni argent pour former des soldats, je crois pouvoir affirmer qu'ils vont aller chercher de l'aide auprès de la Guilde ou bien de la Fédération du commerce. Des troupes de négociants? Enchaîna la reine Jamilia avec colère et dégoût. Tous sur Naboo connaissaient bien les problèmes associés à ces groupes indépendants. La Fédération du commerce avait essayé d'asservir la planète sous son joug. Sans les interventions héroïques d'Amidala, des deux Jedi, du jeune Anakin, sans le savoir-faire et le dévouement des pilotes de la flotte Naboo, elle y serait certainement parvenue. Et encore avait-il fallu, en plus de tout cela, que la reine Amidala forge une alliance des plus inattendues avec les formidables Gungans. Pourquoi n'a-t-on rien entamé au Sénat pour tenter de les contraindre? Poursuivit-elle. J'ai bien peur qu'en dépit des meilleurs efforts du chancelier, il y ait encore de nombreux bureaucrates, juges, voire des sénateurs qui reçoivent toujours de l'argent des guildes. Admit Padmé. Alors c'est donc vrai. La Guilde s'est bien rapprochée des séparatistes, comme nous le craignions, déclara la reine Jamilia. Sio Bibble écrasa à nouveau son poing dans la paume de son autre main. Quel outrage! Tonna-t-il. Quel outrage de constater qu'après ces audiences et ces 4 procès à la Cour suprême, Nut Gunray soit toujours le vice-roi de la Fédération du commerce. Ces grippe-sous finiront-ils par tout contrôler? Souvenez-vous, conseiller, que la Cour est parvenue à réduire les effectifs des armées de la Fédération du commerce, lui rappela Jamilia, conservant une voix calme et contrôlée. C'est déjà un premier pas dans la bonne direction. Padmé frissonna, sachant qu'on attendait d'elle un rapport des plus honnêtes. Il y a des rumeurs, Votre Altesse, selon lesquelles l'armée de la Fédération n'a pas été réduite, cela en dépit des ordres. S'éclaircissant la gorge, Anakin fit un pas en avant. On n'a pas autorisé les Jedi à mener une enquête à ce sujet, expliqua-t-il. On nous a dit que cela pouvait se révéler trop dangereux pour l'économie. La reine Jamilia le regarda et hocha la tête, puis se tourna vers Padmé, bomba le torse, serra les dents, adoptant sous ses riches atours une allure des plus royales, une allure de souveraine planétaire, fidèle à la République. Nous devons garder toute notre foi en la République, déclara-t-elle. Le jour où nous cesserons de croire que la démocratie est viable, nous signerons notre perte. Prions pour que ce jour n'arrive jamais, répondit calmement Padmé. En attendant, nous devons nous préoccuper de votre sécurité, dit la reine Jamilia. Elle adressa un regard à Sio Bibble. Ce dernier fit un geste à l'attention du personnel. Tous ceux qui étaient présents dans la pièce, conseillers, serviteurs, suivantes, s'inclinèrent et quittèrent prestement les lieux. Sio Bibble s'approcha d'Anakin, le garde du corps appointé, puis attendit patiemment que tout le monde soit sorti. « Quelles sont vos suggestions, maître Jedi ?» demanda-t-il enfin. « Anakin n'est pas encore un Jedi, conseiller, » l'interrompit Padmé. « Il est apprenti, un padawan. Je pensais que... »« Hé, une petite minute !» l'interrompit Anakin, plissant les yeux, fronçant les sourcils, visiblement choqué de se voir ainsi déconsidéré. « Pardon, » rétorqua Padmé sans céder au regard furieux d'Anakin. « Mais je pensais me rendre dans la région des lacs. Certains endroits y sont très isolés. »« Pardon, » répondit Anakin, reprenant exactement le ton de Padmé, « mais c'est moi qui suis en charge de la sécurité ici, madame. » Padmé voulut se défendre, mais elle remarqua l'échange de regards perplexes entre Sio Bibble et la reine Jamilia. Elle et Anakin ne devaient pas se chamailler ainsi en public, réalisa-t-elle. C'était risqué de laisser croire qu'il se passait quelque chose entre eux. Elle se calma et s'imposa plus de douceur dans son expression et dans sa voix. « Anakin, ma vie est en danger,
Et ici, c'est chez moi. Je connais bien cette planète. C'est pour ça que nous sommes là. Je pense qu'il serait sage pour toi de tirer avantage de mes connaissances. Anakin leva les yeux vers les deux spectateurs, puis reposa le regard sur Padmé. L'expression de dureté disparut de son visage. Bien sûr, madame. Elle a raison, annonça Sio Beeble, visiblement amusé tout en prenant le bras d'Anakin. La contrée des lacs est l'endroit le plus isolé de Naboo. Il n'y a pas grand monde là-bas, et le terrain y est bien dégagé. Il s'agit d'un excellent choix. Un endroit où il vous sera beaucoup plus facile de protéger la sénatrice Amidala. Parfait, acquiesça la reine Jamilia. Tout est réglé, donc. Padmé comprit à la façon qu'il avait de la regarder qu'Anakin n'était pas des plus enthousiastes. Pour toute réponse, elle haussa innocemment les épaules. Padmé, reprit la souveraine, je me suis entretenue avec votre père hier. Je lui ai raconté ce qui se passait. Il espère que vous irez rendre visite à votre mère avant votre départ. Votre famille se fait beaucoup de soucis pour vous. Comment pouvait-il en être autrement, pensa Padmé. Elle eut de la peine en songeant que les multiples dangers qu'elle encourait en raison de ses opinions pouvaient affecter tous ceux qu'elle aimait. Comment, effectivement? C'était là l'exemple parfait lui rappelant que vie politique et vie familiale n'allaient généralement pas de pair. Padmé Amidala avait fait un choix aussi délibéré que définitif, service public ou vie de famille. Certains sur Naboo parvenaient à jongler avec les deux, mais Padmé avait toujours été persuadée que le double rôle, celui d'épouse, voire de mère et de sénatrice, ne pouvait être bénéfique à la fois à l'État et à la famille. Au cours des multiples épreuves qui s'étaient dressées en travers de son chemin, elle ne s'était jamais souciée de sa propre sécurité et s'était toujours tenue prête à accepter les sacrifices qu'elle jugeait nécessaires. Mais aujourd'hui, soudainement, voilà qu'on lui rappelait que ses choix et ses positions pouvaient aussi affecter son entourage à un niveau très personnel. Elle sortit de la salle du trône en compagnie d'Anakin, de Sio Beeble et de la reine Jamilia, puis, la mine sombre, se dirigea vers le grand escalier du palais. Chapitre 13. La plus grande pièce du vaste temple Jedi sur Coruscant était la salle des archives. Des consoles d'ordinateurs allumées formaient deux longues, très longues lignes aux reflets bleutés de part et d'autre des murs, si longues qu'un observateur installé à une extrémité de la salle aurait eu l'impression qu'elles convergeaient à l'autre bout. Il y avait partout des représentations de célèbres Jedi appartenant au passé ou contemporains, des groupes de bustes sculptés dans de la pierre blanche par les plus grands artistes de Coruscant. Obi-Wan Kenobi se tenait justement devant l'un de ces bustes. Il l'étudia, le toucha, comme si l'examen des traits de la personne représentée était à même de lui fournir des indices sur son comportement. Les visiteurs étaient peu nombreux aux archives ce jour-là. D'une manière générale, il n'y avait jamais grand monde, et le chevalier Jedi espérait donc qu'il recevrait rapidement une réponse à sa demande de rendez-vous avec Madame Jocasta Nu, l'archiviste Jedi. Il attendit patiemment, étudiant à nouveau les caractéristiques du buste, les pommettes hautes et fières, les cheveux méticuleusement coiffés, les yeux grands et alertes. Obi-Wan ne connaissait pas bien cet homme, cette légende, le fameux comte Dooku. Il ne l'avait rencontré que rarement, mais il était à même de dire que le buste avait parfaitement capturé l'essence même de Dooku. Il y avait chez cet homme une intensité presque palpable, cette même intensité qui émanait parfois de Maître Qui-Gon, surtout lorsque celui-ci s'entichait d'une cause qu'il jugeait très importante. Qui-Gon n'hésitait pas à s'opposer au Conseil Jedi lorsqu'il sentait qu'il avait raison, comme il l'avait fait au sujet d'Anakin 10 ans auparavant. Le Conseil avait tout de même fini par reconnaître les talents spéciaux de cet enfant, son incroyable potentiel à maîtriser la force et la possibilité qu'il soit l'élu dont parlait la prophétie. Oui, effectivement, Obi-Wan avait remarqué cette intensité chez Qui-Gon à plusieurs reprises, mais il savait que Dooku, à l'opposé de son mentor, refusait catégoriquement de se taire, de lâcher prise quand il s'était braqué sur quelque chose de précis. Les éclats au fond de ses yeux étaient pareils à des feux qui brûlaient en permanence. Mais Dooku avait dépassé les limites, de dangereuses limites même,
admit Obi-Wan. Il avait quitté l'ordre Jedi, avait tourné le dos à sa mission et à ses pairs. Quel problème avait-il rencontré qu'il ne puisse parvenir à résoudre en restant parmi les Jedi? Vous avez demandé de l'aide, annonça une voix sévère juste derrière Obi-Wan, le tirant de ses pensées. Il se tourna et vit Madame Jocasta nue qui se tenait devant lui, ses mains croisées disparaissant pratiquement sous les manches de sa tunique. C'était une créature d'allure fragile et relativement âgée. Remarquant cela, Obi-Wan ne put s'empêcher de sourire. Combien de jeunes Jedi moins expérimentés avaient eu un jour à contempler cette vision? Ce visage ridé et ce cou très mince, ses cheveux blancs tirés en arrière. Combien de ces jeunes recrues avaient imaginé qu'ils parviendraient à duper cette femme, à lui faire rédiger leurs devoirs avant de se casser le nez en découvrant qui était en réalité Madame Jocasta nue? Car Madame Jocasta nue était comme un tison prêt à déclencher un incendie. Son apparence de fragilité dissimulait puissance et détermination. Cela faisait des années et des années qu'elle était l'archiviste du temple. Cet endroit était son domaine, son royaume. Tout Jedi qui se présentait ici, même le plus érudit des maîtres, se devait d'obéir aux règles dictées par Madame Jocasta nue, sous peine de subir sa colère. Oui, oui, c'est exact, parvint finalement à dire Obi-Wan, réalisant que Madame Jocasta nue le fixait d'un regard inquisiteur, attendant une réponse. La vieille femme sourit et passa devant lui pour s'approcher du buste du comte Dooku. Son visage respire la puissance, n'est-ce pas? Commenta-t-elle d'un ton calme, apaisant soudainement la tension de la rencontre. C'était l'un des meilleurs Jedi qu'il m'ait été donné de connaître. Je ne comprendrai jamais pourquoi il est parti, dit Obi-Wan, suivant le regard de Jocasta nu sur la sculpture. Ils ne sont qu'une vingtaine à avoir quitté l'ordre Jedi. Les 20 égarés, dit Jocasta nu en soupirant. Et le comte Dooku fut le dernier à s'en aller. Son départ fut des plus douloureux, personne n'aime en parler. Ce fut une grande perte pour notre ordre. Que s'est-il passé? Eh bien, on pourrait dire qu'il n'était jamais complètement en phase avec les décisions du Conseil, répondit l'archiviste. Un peu comme ton maître Qui-Gon. Kenobi était justement en train de penser à la même chose. Entendre ainsi Jocasta nu proférer ces paroles avec autant de fermeté, dépeindre Qui-Gon sous un aspect plus indiscipliné qu'il ne l'avait jamais connu, le prit toutefois par surprise. Il savait pourtant que son maître avait connu quelques heurts. La plus grande de ces confrontations avait concerné Anakin, mais jamais Obi-Wan n'avait imaginé Qui-Gon en rebelle. Apparemment, Jocasta nu, qui n'avait pas son pareil pour prendre le pouls des rumeurs et des tendances qui rôdaient dans les couloirs du temple Jedi, n'avait pourtant aucun mal à le faire. Vraiment? Insista Obi-Wan, souhaitant obtenir des informations sur le comte Dooku, tout en espérant, bien entendu, en apprendre un peu plus sur son regretté et vénéré instructeur. Oh oui, ils étaient semblables de bien des façons. Des penseurs individualistes, des idéalistes. Elle regarda intensément le buste, et Obi-Wan eut soudainement l'impression que l'esprit de la vieille femme était ailleurs. Loin, très loin. Il était animé d'un insatiable désir de devenir un Jedi encore plus puissant. Il voulait être le meilleur. Au sabre laser, avec cette façon bien à lui de se fendre à l'ancienne, il n'avait pas son pareil. Sa connaissance de la force était unique. Finalement, je pense qu'il est parti parce qu'il avait perdu toute foi en la République. Il estimait que les politiciens étaient trop corrompus. Jocasta nu marqua une pause pendant quelques instants et regarda Obi-Wan. Un regard très révélateur qui indiqua au jeune chevalier que l'archiviste pensait que le comte Dooku était finalement peut-être plus en phase avec la réalité que certains ne le laissaient entendre. Il a finalement estimé que les Jedi se trahissaient eux-mêmes en servant les politiciens, conclut-elle. Obi-Wan cligna plusieurs fois des yeux pour bien assimiler l'information. Il savait que nombre de ses congénères, y compris Qui-Gon, y compris lui-même, étaient de cet avis. Quand je pense qu'il avait placé toutes ses attentes dans le gouvernement, commenta Jocasta nu. Et puis il a disparu, pendant 9 ans ou 10 ans, pour ne réapparaître que tout récemment à la tête du mouvement séparatiste. Intéressant, remarqua Obi-Wan, détournant les yeux du buste pour observer l'archiviste. Mais je ne suis toujours pas sûr de bien comprendre.
Personne ne comprend, répondit Jocasta-Nu, son expression de profond sérieux cédant la place à un chaleureux sourire. Enfin, passons. Je suppose que vous n'êtes pas venu me trouver pour une leçon d'histoire. Quel est votre problème, maître Kenobi? Ah, oui, pardon. J'essaie de trouver un système planétaire qui s'appellerait Camino. Il n'apparaît sur aucune carte stellaire et je n'en trouve aucune trace dans les archives. Camino. Jocasta-Nu regarda tout autour d'elle comme si elle espérait trouver le système quelque part dans la pièce. Le nom de ce système ne m'est pas familier. Voyons voir. En quelques pas, ils rejoignirent la console d'ordinateur sur laquelle Obi-Wan avait procédé à ses recherches initiales. Elle se pencha et pianota quelques lignes de commande au clavier. Vous avez une idée des coordonnées? D'après mes informations, le système devrait se trouver quelque part dans ce cadran, répondit Obi-Wan. Juste au sud du dédale de Rishi. Elle pressa de nouveau quelques touches du clavier. Le résultat n'entraîna qu'une succession de plis perplexes sur le vieux front buriné de Jocasta-Nu. Bon, d'accord, mais quelles sont les coordonnées exactes? Je ne connais que le cadran, admit Obi-Wan. Jocasta-Nu se retourna pour l'observer. Vous n'avez pas les coordonnées? Autant demander son chemin à un mendiant aveugle, un vieux mineur d'épices ou un marchand de Furbog. Ou aux trois à la fois, acquiesça Obi-Wan en souriant. Vous êtes sûr que ce système existe? Sûr et certain. Jocasta-Nu s'assit devant la console et, pensive, se caressa le menton. Essayons un scanner de gravité, dit-elle plus pour elle-même que pour Obi-Wan. Elle appuya sur de nouvelles touches et la carte stellaire holographique du cadran demandé se mit à tourner sur elle-même. L'archiviste et Obi-Wan étudièrent les mouvements des astres pendant quelques instants. « Je note quelques anomalies. Là, regardez, » remarqua Jocasta-Nu d'un œil expert. « Peut-être que la planète que vous recherchez a été détruite. Mais on devrait être au courant, non? » Oui, on devrait. À moins que ce ne soit très récent, répondit Jocasta-Nu. Elle secoua la tête en terminant sa phrase, ne parvenant visiblement pas à se convaincre elle-même. Ça me fait de la peine de vous dire ça, mais j'ai l'impression que le système que vous recherchez n'existe pas. C'est impossible. Peut-être que les archives sont incomplètes. Les archives sont aussi complètes et aussi fiables que possible, mon jeune Jedi, répondit-elle de façon autoritaire, abandonnant le ton plaisant qu'elle avait utilisé jusqu'à présent avec Obi-Wan pour recouvrer son statut de chef absolu des archives. Il y a bien quelque chose dont vous pouvez avoir la certitude. Si un élément n'apparaît pas dans nos archives, c'est qu'il n'existe pas. Tous deux se dévisagèrent pendant un long moment. Obi-Wan remarqua qu'il n'y avait pas la moindre parcelle de doute dans les déclarations de Jocasta-Nu. Il regarda à nouveau la carte stellaire, perplexe, coincé qu'il était par cette énigme apparemment sans réponse. Il savait pertinemment qu'il n'y avait personne de plus fiable dans cette galaxie en matière d'information que Dexter Jetster. À part peut-être Madame Jocasta-Nu. Et ils étaient en totale opposition concernant ce renseignement précis. Dexter avait donné l'impression d'être parfaitement certain des origines de la fléchette empoisonnée. Quant à Jocasta-Nu, elle s'affirmait certaine de ce qu'elle avançait. Tous deux ne pouvaient avoir raison en même temps. Avec la permission de l'archiviste, le Jedi appuya sur une touche du clavier et téléchargea toutes les informations disponibles sur le cadran dans un petit hologlobe. Puis, tenant l'objet à la main, il quitta la salle, sans manquer d'adresser au passage un long regard à l'imposant buste du comte Dooku. Plus tard dans la journée, Obi-Wan décida de laisser tomber archives et droïdes analystes et de ne plus compter que sur lui-même. Il s'installa dans l'une des petites et confortables alcôves qui s'ouvraient le long du grand balcon du temple, l'une de ces nombreuses salles allouées aux Jedi, recherchant le calme et la réflexion. Une petite fontaine gargouillait dans l'un des coins de la pièce. Obi-Wan s'assit en tailleur sur le tapis doux et ferme. L'eau qui coulait en cascade sur un assemblage de galets polis produisait un son délicat, un petit bruit de fond d'une beauté naturelle aux résonances élémentaires. Sur le mur en face du chevalier était accrochée une peinture, un dégradé de rouge virant vers le pourpre et le noir, représentation libre d'une coulée de lave en train de refroidir. La toile n'était pas uniquement là pour être admirée, elle devait servir à la méditation et à l'immersion.
Réconforté par ses couleurs chatoyantes, apaisé par le bruit de fond continu, un Jedi face à elle se détacherait aisément des contraintes matérielles. Là, dans sa transe, Obi-Wan partit à la recherche de ses réponses. Il se concentra d'abord sur le mystère de Kamino, espérant que l'analyse formulée par Dexter était correcte. Mais pourquoi le système n'apparaissait-il pas dans les archives? Une autre image envahit la méditation d'Obi-Wan alors qu'il essayait de tirer cette énigme au clair. L'image d'Anakin et de Padmé ensemble sur Naboo. Le maître Jedi eut un sursaut, soudain effrayé qu'il puisse s'agir d'une prémonition, pressentant qu'un danger allait s'abattre sur son padawan et la jeune politicienne. Mais non, songea-t-il, se calmant aussi soudainement. Il n'y avait aucun danger. Les deux jeunes gens semblaient détendus, en train de s'amuser. Le soulagement d'Obi-Wan ne fut que de courte durée. Il réalisa que la scène en train de défiler dans son esprit représentait peut-être le plus grand des dangers. Il chassa cette vision, incapable de dire s'il s'agissait d'une prémonition, d'une image de la réalité, ou plus simplement si ses propres craintes n'étaient pas en train de lui jouer des tours. Obi-Wan se rappela, à juste titre, que plus vite il résoudrait ce mystère de Kamino, ce mystère concernant l'identité de celui qui souhaitait tant se débarrasser d'Amidala, et plus vite il pourrait retourner auprès d'Anakin pour parfaire son enseignement. Le maître Jedi se concentra donc sur l'image du buste du comte Dooku, recherchant un indice, une raison. Mais le visage d'Anakin se superposa soudain à celui du comte renégat. Quelques instants plus tard, Obi-Wan, aussi frustré que perplexe, sortit de la petite chambre de méditation. Il secoua la tête, guère plus avancé qu'il ne l'était avant sa séance. Sa patience manquant de céder la place à la colère, le chevalier Jedi décida d'aller trouver une instance supérieure, quelqu'un de plus sage et de plus expérimenté. Sa courte déambulation le conduisit hors du temple sur la véranda. Il marqua une pause et regarda alentour. La scène bien innocente qui se déroulait sous ses yeux lui apporta un peu de réconfort. Maître Yoda surveillait les 20 plus jeunes recrues de l'ordre Jedi, des enfants de 4 ou 5 ans, pendant l'exercice matinal qui consistait à affronter des droïdes volants d'entraînement au moyen de sabres laser miniatures. Obi-Wan se remémora ses jeunes années de pratique. Il ne pouvait pas voir les yeux des enfants car ils portaient tous des casques à visière opaque, mais il imaginait très bien la gamme d'émotions par laquelle leurs innocents visages étaient en train de passer. Il imaginait l'intensité, puis la joie immense d'être parvenu à bloquer le rayon d'énergie tiré par l'un des droïdes. Et puis, le désarroi lorsque la joie entraînait un moment de distraction et que cette distraction empêchait de remarquer cet autre rayon énergétique qui venait vous frapper soudainement, provoquant une vive douleur. Car ces petites décharges électriques faisaient réellement mal, se rappelait Obi-Wan. Elles vous blessaient physiquement et heurtaient votre fierté. Il n'y avait rien de pire que de se laisser toucher par un rayon, surtout à l'arrière-train, obligeant la victime à exécuter une petite danse, à se tordre et sautiller sur place, ce qui n'améliorait guère une situation déjà bien embarrassante. Obi-Wan se remémora l'incident comme s'il datait de la veille, se souvenant qu'à l'époque tous les regards s'étaient tournés vers lui. L'entraînement pouvait parfois être humiliant, mais il était également très tonifiant, car des échecs naissaient les succès. Chaque nouveau succès étayait votre confiance. Chaque nouvelle réussite vous en apprenait un peu plus sur la beauté intrinsèque des flux de la force et renforçait cette connexion qui séparait les Jedi du reste des individus de la galaxie. Voir ainsi Yoda surveiller l'exercice du jour, exactement comme il le faisait un quart de siècle auparavant, du temps où Obi-Wan participait à l'entraînement, apporta une bouffée de chaleur réconfortante au chevalier Jedi. « Ne pensez pas. Sentez, ordonna Yoda au groupe. Ne faites plus qu'un avec la force. Obi-Wan, souriant, prononça silencieusement la fin de la phrase en même temps que le vénérable maître. Vous aider, elle pourra. Combien de fois avait-il entendu cela? Il sourit de plus belle et vit Yoda se tourner vers lui. Jeunes gens, arrêtez, commanda le grand maître Jedi. Un visiteur nous avons. Le saluer vous devez. 20 petits sabres laser s'éteignirent simultanément. Les élèves se tournèrent vers le nouveau venu.
Ils enlevèrent leurs casques et les calèrent sous leur bras gauche. « Voici Maître Obi-Wan Kenobi », dit Yoda, conservant une pointe de sévérité dans la voix, afin de bien faire comprendre aux étudiants qu'ils n'avaient pas interrompu l'exercice pour rien. « Bienvenue, Maître Obi-Wan », lancèrent à l'unisson les 20 enfants. « Je suis désolé de vous déranger, maître », dit Obi-Wan à Yoda en s'inclinant respectueusement. « En quoi utile puis-je être ?» Obi-Wan réfléchit à la question pendant quelques instants. Il était tout spécialement venu jusqu'ici pour rencontrer Yoda, mais à présent qu'il se rendait compte qu'il importunait le maître au cours d'un travail important, il se demanda s'il n'avait pas un peu trop facilement cédé à sa propre impatience. Était-ce bien le moment et l'endroit pour demander à Yoda de l'aider pour une mission dont la responsabilité lui incombait totalement? Il ne fallut que très peu de temps à Obi-Wan pour chasser cette question de ses pensées et se décider. Il ne s'attendait pas à ce que Yoda puisse l'aider sur ce problème particulier, mais, encore une fois, Yoda pouvait réserver bien des surprises qui pouvaient dépasser toute attente. « Je suis à la recherche d'une planète que m'a décrite un vieil ami », expliqua-t-il, découvrant que Yoda absorbait chacune de ses paroles. « Je lui fais confiance et je crois que les informations qu'il m'a fournies sont fiables. Cependant, le système n'apparaît pas sur les cartes stellaires de nos archives. » Finissant sa phrase, il montra à Yoda le petit hologlobe qu'il avait apporté. « D'une intéressante énigme il s'agit, » répondit Yoda. « Perdu une planète, Maître Obi-Wan A. Embarrassant est ceci, très embarrassant. Une intéressante énigme. Approchez, jeunes gens. Autour du lecteur de cartes, formez un cercle. Videz vos esprits. Essayez de trouver la planète manquante d'Obi-Wan, nous allons. » Ils se rendirent tous dans une petite pièce adjacente à la véranda. Au centre de la salle se dressait un étroit poteau terminé par une dépression creuse. Obi-Wan, le globe en main, s'avança vers le poteau et déposa l'objet dans le logement pratiqué à son sommet. Les volets de la pièce se fermèrent automatiquement, et dans l'obscurité soudaine, l'hologramme d'une carte stellaire se matérialisa en scintillant de façon très caractéristique. Obi-Wan attendit un petit moment avant d'exposer le dilemme auquel il était confronté. Il laissa aux jeunes élèves le loisir de se calmer, regardant avec amusement certains d'entre eux tendre la main pour essayer de toucher la projection immatérielle. Puis, lorsque l'assistance se fut enfin apaisée, il avança jusqu'au centre de l'hologramme. « Voilà l'endroit où elle devrait être, » expliqua-t-il. « La gravité attire toutes les étoiles vers l'intérieur de ce secteur, vers ce point précis. Il devrait y avoir un soleil ici, mais il n'y en a pas. »« Fort intéressant, » dit Yoda. « Le spectre gravitationnel demeure, mais le soleil et toutes les planètes ont disparu. Comment est-ce possible? Alors, jeunes gens, selon vous, quelle est la première chose que vous voyez? Une réponse? Une suggestion? Quelqu'un? » Obi-Wan profita de la question de Yoda pour rester en retrait, à étudier le maître Jedi observant ses jeunes recrues. Une main se leva. Obi-Wan dut se retenir de rire à l'idée qu'un gamin puisse résoudre une énigme qui, jusqu'à présent, avait rendu perplexes 3 maîtres Jedi accomplis, y compris Yoda et Madame Jocasta-Nu. Il remarqua cependant que Yoda était très concentré et très sérieux. Le maître fit un signe de tête à l'enfant qui s'empressa de prendre la parole. « Quelqu'un a dû effacer sa trace des banques de données aux archives? »« C'est cela !» enchaîna immédiatement un autre enfant. « C'est exactement ce qui s'est passé. Quelqu'un a dû l'effacer. »« Si la planète avait explosé, le spectre gravitationnel aurait disparu, » annonça encore un autre. Obi-Wan, stupéfait, observait d'un œil fixe le groupe de jeunes élèves enthousiastes. Yoda poussa un petit ricanement. « Vraiment merveilleux l'esprit d'un enfant est, » expliqua-t-il. « Logique, sans entrave. Les données, effacées, ont dû être. » Yoda se dirigea vers la porte de la salle et Obi-Wan lui emboîta le pas. Le chevalier, invoquant la force, fit jaillir l'hologlobe de son logement au sommet du piédestal pour qu'il flotte jusqu'à sa main. La carte stellaire disparut instantanément. « Au centre de cette perturbation gravifique, tu dois aller.
La planète, tu y trouveras, lui conseilla Yoda. Mais maître, qui aurait pu effacer cette information de nos archives? C'est impossible pourtant, non? Dangereuse et perturbante, cette énigme est, répondit Yoda en fronçant les sourcils. Seul un Jedi effacer ces données aurait pu. Mais qui et pourquoi? Difficile de répondre. Méditer sur ceci je dois. Que la force soit avec toi. Un millier de questions traversèrent la tête d'Obi-Wan, mais il comprit que Yoda venait de lui intimer l'ordre de disposer. Tous avaient tant d'énigmes à résoudre, mais au moins le chemin d'Obi-Wan semblait-il plus clair à présent. Il s'inclina avec respect. Yoda, qui avait déjà rejoint les enfants pour reprendre l'entraînement, n'y prêta guère attention. Obi-Wan s'éclipsa. Peu de temps après, ne souhaitant pas perdre un seul instant, Obi-Wan se rendit sur la plateforme de lancement. Il gagna son appareil prêt au décollage, un élégant chasseur stellaire de type Delta Wing, profilé comme une flèche, dont le cockpit se trouvait complètement à la poupe. Mace Windu l'y rejoignit. Le grand maître Jedi, aux traits si puissants, dévisagea Obi-Wan en faisant montre de son calme et de son contrôle habituel. Mace Windu avait quelque chose de rassurant. Il émanait de lui une sensation de pouvoir, et plus que tout encore, une impression d'intime connaissance du destin. Mace Windu n'avait pas son pareil pour conforter silencieusement son entourage dans le fait que les choses se déroulaient comme il était convenu qu'elles se déroulent. « Sois prudent », dit-il à Obi-Wan, inclinant légèrement la tête en arrière, une posture qui lui donnait encore plus de prestance. Cette perturbation dans la force est en train de croître. Obi-Wan hocha la tête, mais en vérité ses préoccupations étaient axées sur quelque chose de plus tangible à cet instant précis. « Je me fais du souci pour mon padawan. Il n'est pas prêt à agir tout seul. » Mace opina du chef comme pour rappeler à Obi-Wan qu'ils avaient déjà réglé ce problème. « Il possède des talents exceptionnels, » répondit le maître. « Le conseil a confiance en sa décision, Obi-Wan. Toutes les questions à son sujet demeurent encore sans réponse, bien entendu. Mais il ne faut surtout pas négliger ses dons. De plus, nous ne sommes pas déçus par les progrès qu'il a effectués sous ta tutelle. » Obi-Wan médita ces paroles avec soin. Il hocha de nouveau la tête, sachant qu'il avançait là en terrain glissant. S'il insistait trop sur ses préoccupations au sujet d'Anakin, il ne pouvait que rendre un mauvais service aux Jedi et à la galaxie tout entière. Cependant, si l'importance qu'il accordait à l'entraînement qu'il avait fait subir à Anakin l'incitait à garder le silence sur ces questions précises, ne commettrait-il pas là aussi un impair? Si la prophétie est exacte, Anakin sera celui qui rendra son équilibre à la force, conclut Mace. Mais il a encore tant à apprendre. Ses talents l'ont rendu... Eh bien... Obi-Wan marqua une pause, cherchant ses mots avec soin. Arrogant. Je comprends à présent ce que vous-même et Maître Yoda saviez dès le début. Ce garçon était trop âgé pour démarrer l'entraînement, et... Un pli barra le front de Mace Windu, indiquant à Obi-Wan qu'il était peut-être en train de pousser le bouchon un peu trop loin. Il y a autre chose, observa Mace Windu. Obi-Wan inspira profondément pour se donner du courage. Maître, peut-être aurait-il été préférable de ne pas nous confier cette mission à Anakin et à moi. J'ai bien peur qu'Anakin ne soit pas en mesure de protéger correctement la sénatrice. Comment cela? Je pense qu'il entretient une relation émotionnelle avec elle. Je crois qu'elle date même de son enfance. Aujourd'hui, il est distrait, confus. Tout en parlant, Obi-Wan s'avança vers son chasseur. Il escalada l'échelle du cockpit et s'installa aux commandes. « Ça, tu nous l'as déjà dit », lui rappela Mace. « Et tes préoccupations ont été mesurées avec soin. Elles n'ont changé en rien la décision du Conseil. Obi-Wan, tu dois avoir confiance dans le fait qu'Anakin choisira la bonne voie. » C'était évident, bien entendu. Si Anakin était destiné à devenir ce grand chef, l'élu de la prophétie, il fallait bien que son caractère soit mis à l'épreuve d'une façon ou d'une autre. Anakin était donc en train de subir l'une de ces épreuves, comprit Obi-Wan. Il allait passer un long moment seul, sur une planète lointaine, en compagnie de la femme qu'il aimait profondément.
Il lui faudrait être fort pour réussir ce test. Obi-Wan espérait simplement qu'Anakin serait en mesure de reconnaître cette épreuve à sa juste valeur. Maître Yoda est-il parvenu à obtenir un quelconque indice concernant la probabilité d'une déclaration de guerre? Demanda Kenobi pour changer de sujet, mais intérieurement, il savait que tous ces éléments étaient liés. Découvrir l'assassin, négocier la paix avec les séparatistes, toutes ces choses lui permettraient de mieux se concentrer sur la formation d'Anakin. Elles permettraient d'apporter un peu de stabilité au turbulent Padawan. Sonder le côté obscur est un processus dangereux, déclara Mace. J'ignore quand il se décidera à le faire, mais une fois son choix effectué, il se peut qu'il soit obligé de rester enfermé pendant plusieurs jours de suite. Obi-Wan acquiesça en hochant la tête. Mace lui sourit et le salua d'un ample signe de la main. Que la force soit avec toi. Calcule le cap pour l'anneau d'hyperpropulsion R4. Ordonna Obi-Wan à son droïde navigateur, une unité R4P installée dans son logement de connexion sur l'aile gauche du chasseur effilé. Essayons de faire un peu avancer les choses, ajouta le chevalier Jedi intérieurement.